OK, on va commencer. Bonjour, je m'appelle Vanessa Grubin. Je suis la directrice du Centre de droit politique et éthique de la santé, un centre interdisciplinaire pour la génération de nouvelles idées et de preuves. Et je suis ravie de vous accueillir pour le panel cet après-midi. Nous sommes très heureux d'être rejoints par professeur Cristina Ferreira, titulaire de la chaire mobilité francophone de l'Université d'Ottawa, qui prendra la parole cet après-midi. J'aimerais passer la parole à Emmanuelle Bernheim. Elle est une membre de notre centre et une professeure à la faculté de droit dans la section de droit civil et la chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice. Emmanuelle. Merci, Vanessa. Bon après-midi. Merci, Vanessa, pour la présentation. C'est moi qui vais animer, en fait, la rencontre aujourd'hui. Nous aurons donc l'honneur et le plaisir d'entendre une conférence de la part de Cristina Ferreira, que je présenterai un peu plus tantôt. Dans un premier temps, nous allons entendre en fait un petit mot de Martine Lagacé, qui est vice-rectrice associée promotion et développement de la recherche à l'Université d'Ottawa. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous rendions hommage au peuple algonquin, qui est gardien de la terre, qui est gardien traditionnel de cette terre, pardon. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens et gardiennes des savoirs traditionnels de tous les âges. Nous honorons aussi leurs dirigeantes et dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain au courage indéniable. Donc maintenant, je vais inviter Martine Lagacé à venir prononcer quelques mots. Puis, c'est moi qui reprendrai la parole ensuite pour vous présenter la professeure Ferreira. Et finalement, c'est moi qui animerai la période de questions qu'il y aura après la présentation, donc, et où des personnes ici présentes, mais aussi en ligne, pourront poser des questions. Merci beaucoup, professeur Grubin, professeur Bernheim. Alors, mesdames et messieurs, chers invités, chers collègues, comme il a été mentionné, donc, je me nomme Martine Lagacé, je suis professeure à l'école de psychologie et aussi vice-rectrice associée promotion et développement de la recherche dans mes temps libres. Alors, au nom du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence présentée par le professeur Cristina Ferreira. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter officiellement la bienvenue à Ottawa à la professeure Ferreira, qui séjourne actuellement parmi nous, comme il a été dit, dans le cadre du programme des chaires mobilité francophone, porté par le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone. Professeure Ferreira nous arrive de Suisse. Elle est donc professeure associée à la Haute École de santé Vaud, j'espère que je prononce bien, à Lausanne. Merci. Ses travaux portent sur les dimensions sociales, judiciaires et politiques de la psychiatrie. Et nous avons très hâte de l'entendre, nous éclairer sur les enjeux du passé, ainsi que sur les apprentissages que nous avons tirés ou que nous pouvons encore tirer de cette période sombre qu'elle se propose d'explorer avec nous. Je suis toujours très, très reconnaissante des professeurs qui nous rendent visite dans le cadre du programme Mobilité francophone, chaire Mobilité francophone. À chaque fois, pour moi, c'est une découverte, de nouvelles perspectives, de nouvelles disciplines, de nouvelles façons de penser, et c'est tout l'esprit qui anime le programme des chaires mobilité francophone. D'ailleurs, le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone joue un rôle essentiel dans la mise en valeur de la recherche en français, ici et ailleurs. Et je remercie au passage le professeur Jonathan Paquette, qui est directeur du Collège, pour son travail rigoureux, son engagement constant depuis près de 2 ans à faire vivre la francophonie en recherche avec beaucoup de passion. Merci, Jonathan. Je souligne enfin que la professeure Ferreira est accueillie dans le cadre de son séjour de recherche par la professeure Emmanuelle Bernheim, titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice. Nul doute que leur collaboration témoigne de la richesse des échanges interdisciplinaires et internationaux que nous souhaitons nourrir au sein de notre université. Merci à toutes, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je nous souhaite une conférence stimulante et assurément porteuse de réflexion. Merci, bonne soirée.
Donc, nous allons maintenant entendre Cristina Ferreira, qui est docteur en sociologie, professeure associée, comme ça a été dit, à la Haute Étude de santé Beau à Lausanne. Elle est titulaire aussi, évidemment, de la chaire de recherche mobilité francophone à l'Université d'Ottawa. Donc, elle est sociologue de formation et ses travaux privilégient une approche socio-historique qui apporte, je pense, un éclairage qui est original au débat contemporain sur la question de la coercion en santé mentale, qui est d'ailleurs un débat toujours en cours aujourd'hui, si vous avez un peu suivi l'actualité. Donc, dans les dernières années, elle a mené des travaux d'envergure sur les mesures de contrainte, sur les mesures d'assistance en Suisse, de même que sur l'histoire contemporaine de l'expertise psychiatrique légale dans le domaine de la justice civile et dans le domaine de la justice pénale. À travers la question de l'expertise et de la contrainte, elle s'est intéressée à une diversité d'objets de recherche tels que l'inceste, la maternité célibataire, la réhabilitation, la gestion du risque, toujours en fait des sujets qu'on peut discuter aujourd'hui à l'aune du passé, justement, des connaissances que peut nous apporter ce genre d'approche. Et parmi ces publications récentes, j'aimerais souligner donc des chapitres de livres, Soutenir les droits des femmes en détresse, Discipliner les impulsifs sexuels, l'expertise psychiatrique de la maternité célibataire au prisme du genre, Protéger la collectivité et ou l'individu, Controverse quant au rôle de l'expertise psychiatrique et de la médecine pénitentiaire en Suisse romande, donc 2 chapitres de livres, puis l'ouvrage Parole, parole, comment l'État écoute ses justiciables aux éditions Antipode, qui est entièrement en libre accès, vraiment un très bel ouvrage. Donc, merci d'être parmi nous, puis de nous faire donc, cette présentation. Donc, je vous propose d'écouter Cristina Ferreira, puis par la suite, nous aurons donc cette période d'échange. Merci, Cristina. Merci à vous, je suis ravie. Alors, il y a cette lumière bizarre que je dois. je vais essayer de contourner. Sorry, just a little, could you plug the do the lapel mic just for the recording? For everything else. Oui. Du coup, vous m'entendez bien? Oui. Je dois juste savoir. Je n'ai pas de poche pour. Ok. Voilà. Alors, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement. Oui, c'est parfait, ok. Le Collège des chaires francophones pour m'avoir donné cette excellente opportunité de présenter mes travaux et surtout d'échanger avec les collègues sur des thèmes semblables et développer vraiment un futur projet de recherche, notamment avec la professeure Emmanuelle Bernheim. Alors, juste pour situer, si ça marche. Okay. This was my edit. Yeah. Ok. Pour situer d'où je viens, puisque ça a été évoqué, donc j'arrive de Suisse, qui comporte 26 cantons. Je travaille à Lausanne, qui est au bord du lac Léman, et qui se situe, mince, on ne le voit pas bien, mais donc c'est la capitale du canton de Vaud. Donc un petit peu à l'image du système canadien en Suisse, c'est un pays système fédéraliste, les cantons ils ont une certaine souveraineté et c'est important quand on fait de la recherche, vous savez qu'on en parle de la Suisse. Il faut toujours mettre entre guillemets parce que beaucoup, on fait toujours des recherches empiriques à l'échelle des cantons et notamment des comparaisons entre les cantons. Donc c'était juste pour situer que la francophonie en Suisse se situe plutôt ici, à l'ouest de la Suisse. Mais le gros, c'est la partie germanophone et puis ici, la partie italienne, juste pour situer un petit peu par rapport à c'est quoi je vais parler. Alors c'est important justement de se dire qu'il y a des disparités culturelles, démographiques, économiques assez importantes entre les cantons et qui doivent être pris en compte quand on fait de la recherche dans n'importe quel domaine. Et bien sûr, ça va avoir un impact sur le thème que je me propose d'aborder aujourd'hui avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour justement cette conférence d'accueil?
c'est de vous présenter un peu le contexte politique et scientifique récent en Suisse, qui est derrière, comment dire, qui est un peu le cadre des recherches que je mène sur les enjeux politiques historiques de la psychiatrie. En fait, ça se situe dans un contexte plus large, avec l'émergence depuis 20 ans à peu près d'une politique mémorielle en Suisse sur des chapitres dits sombres de l'histoire sociale suisse. Donc cette expression, la page sombre, c'est une expression qui a été adoptée par le gouvernement suisse pour qualifier les faits, les situations sur lesquelles je vais vous présenter. Il s'agit de placements forcés d'enfants retirés à leur famille, de placements d'adolescents à des fins de redressement, ou encore de l'incarcération de jeunes filles devenues mères sans être mariées. Ces pratiques abusives, disproportionnées et portant de graves atteintes à l'intégrité sont au cœur aujourd'hui d'investigations historiques en Suisse. Ce sont des mesures qui ont frappé des milliers d'enfants, d'adolescents et d'adultes en raison de leurs conditions socio-économiques, en raison de leur mode d'existence, jugés contraires à la morale, en raison aussi de leur genre ou encore de leur appartenance ethnique. C'est ce passé qui n'est pas si lointain, qui fait l'objet aujourd'hui d'une politique mémorielle à laquelle contribuent des mobilisations associatives, des témoignages publiés, des reportages journalistiques, des cérémonies d'excuses par des gouvernements, des membres du gouvernement suisse, ainsi que des indemnités financières octroyées à titre symbolique et que je évoquerai. Et donc, mon intention aujourd'hui, c'est de vous présenter ces dynamiques récentes où le champ scientifique, notamment l'histoire et la sociologie, les sciences sociales, se trouvent à répondre à des attentes qui viennent du bas, de mobilisation de victimes de ces politiques répressives. Et donc, c'est vraiment une dynamique très récente et très particulière où le champ de la recherche académique va rencontrer la société civile et vont être amenés à collaborer, non sans soulever des interrogations importantes autour de devoirs de mémoire. C'est quelque chose qu'on pourra discuter par la suite, parce que j'imagine que ce que je vais vous présenter va résonner avec ce qui se passe au Canada et au Québec autour de chapitres sombres, peut-être relativement identiques. En tout cas, Emmanuel Barnheim a par exemple parlé des orphelins de Duplessis. Je pense que ça va évoquer par rapport à de ce que je vais vous présenter. Donc, ce sont ces interrogations que je souhaite partager pour faire le pont et pour se demander en quoi il y a des similitudes et des particularités dans les politiques mémorielles autour de questions relativement semblables du XXe siècle. Le geste le plus récent, et je vais commencer par là, parce que c'est vraiment tout récent, c'est l'État de 19 février 2025. Le gouvernement suisse reconnaît pour la première fois un crime contre l'humanité qui a été commis à l'encontre des Yéniches et des Manouches Santé. Donc, présents en Suisse depuis le Moyen-Âge, ces communautés qui ont leur propre langue et qui sont estimées aujourd'hui à peu près 50 000, dont 3 500 nomades, elles ont fait l'objet d'actes de persécution sous la forme d'enlèvement d'enfants et de leur placement forcé. Et donc c'est la première fois, je note au passage, alors que c'est quand même un geste fort, de la reconnaissance d'un crime contre l'humanité, mais qui est passé bizarrement assez inaperçu, peut-être parce qu'il y a un personnage nord-américain qui occupe beaucoup les médias, y compris en Suisse, et du coup c'est passé un petit peu discrètement, alors que c'est un geste symbolique très fort de la part de l'État suisse. Alors de quoi il s'agit ? Près de 2000 enfants et adolescents ont été arrachés à leur famille, placés dans des familles d'accueil, des maisons de correction, des établissements de travail forcés, parfois aussi des hôpitaux psychiatriques. Certaines jeunes filles ont subi même des stérilisations forcées, de manière à empêcher la reproduction d'une culture nomade qu'il fallait combattre à ce moment-là par des mesures draconiennes. Le scandale a éclaté au début des années 1970 lorsque la presse a dénoncé un programme nommé l'œuvre des enfants de la Grande Route qui s'est déroulé pendant 50 ans entre 1926 et 1973. Ce programme a été conçu et appliqué avec beaucoup de diligence par une fondation privée, la Fondation Pro Juventute, avec le soutien de la Confédération suisse et avec le soutien et la complicité de fonctionnaires et d'églises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État suisse reconnaît avoir participé à ce crime contre l'humanité.
Cette reconnaissance en 2025, en fait, c'est l'aboutissement de décennies de mobilisation. Donc, ça fait presque un demi-siècle où la communauté yéniche s'est mobilisée. Elle a créé une association en 1975 pour faire connaître l'histoire de ces placements forcés et pour obtenir l'accès aux dossiers pour récupérer des enfants, en fait, dont ils avaient perdu la trace. En 1986, ces archives sont finalement accessibles aux victimes, mais aussi aux chercheurs qui vont du coup s'intéresser à cette question, qui vont commencer à publier sur le sujet des recherches financées par le gouvernement suisse sur cette histoire-là. Et ben, s'amorce alors là aussi un premier processus de réparation financière, avec des excuses publiques du gouvernement qui ont été réitérées en février de cette année, la création en 1995 d'une fondation qui vise à améliorer les conditions de vie des minorités itinérantes et à sauvegarder l'identité culturelle des Yéniches. Et puis la reconnaissance aussi identitaire en 2016, avec la volonté de bannir ce terme générique et stigmatisant des gens du voyage pour être désignés par leur nom communautaire. Quoique, il y a un mois à peu près, j'ai vu dans les nouvelles de la télévision suisse, parce qu'il y avait un déplacement de la communauté et tout le reportage médiatique traitait encore ces communautés par les gens de voyage. Donc ce n'est pas encore entré tout à fait dans les pratiques. Cet épisode-là, c'est vraiment le moment inaugural de la politique mémorielle, parce qu'après la question des placements yéniches, il y a d'autres qui vont suivre. Et les autres qui vont suivre sont plutôt issus de familles suisses pauvres. Donc c'est un processus plus vaste qui a été initié par les enfants yéniches, mais qui va du coup ouvrir la possibilité pour d'autres enfants qui ont été aussi placés de force, loin de leur famille, qui vont commencer à prendre la parole dans l'espace public. Notamment un personnage féminin qui va jouer un rôle important, Louisette Buchard-Molteni, qui, en 1994, publie à l'âge de 60 ans un récit autobiographique poignant, Le Tour de Suisse en cage, un récit qui va être mis en scène et qui va faire l'objet de plusieurs reportages dans la presse et à la télévision. Louisette, après le décès de son père, elle est placée à l'âge de 8 ans dans un orphelinat tenu par des sœurs catholiques en Suisse italienne, où elle décrit avoir vécu un véritable calvaire fait d'enfermement, de châtiment corporel, d'isolement. Et toute son enfance et adolescence va se dérouler de placement en placement, soit dans des familles d'accueil, dans des foyers et des établissements disciplinaires. Louisette, elle finit par se marier, avoir des enfants, et pendant des années, elle tait, y compris à ses propres enfants, se passer d'enfants placés, jusqu'à ce qu'à l'âge de 60 ans, elle décide tout d'un coup de changer, de sortir de son silence. Et au début des années 2000, elle adresse des courriers aux autorités politiques pour dénoncer la condition d'enfants placés comme elle. Elle va faire une grève de la faim en 2003 à Lausanne pour protester contre l'inertie des autorités. Et là, les médias vont s'intéresser à Louisette. Et c'est elle, la première, qui va réclamer la création d'une commission chargée de faire de la recherche historique sur ces histoires d'enfants placés. Donc, médiatiser sa grève de la faim, elle a suscité des émois dans le monde politique. Et là, s'amorce donc un travail de le gouvernement qui va soutenir, qui va encourager la réalisation de recherches, mais pas uniquement. D'autres enfants, du coup, des anciens enfants placés, sont encouragés à se réunir, à témoigner, à fonder des organisations nationales. Ils vont être rejoints par des chercheurs qui vont collecter des centaines de récits de vie. Et ce travail conjoint entre historiens, sociologues et associations d'anciens enfants placés aboutit à une exposition qui fera le tour de la Suisse pendant 4 ans et qui va rencontrer un succès public impressionnant. Où, du coup, il y a des familles qui se rendent. Et en fait, tout ce qui était des secrets privés, le fait d'avoir cette exposition itinérante va permettre de sortir justement du silence dans lequel étaient gardés ces anciens enfants placés. À l'occasion de cette exposition, sont montrées des photos de Paul Zehn, un photographe suisse,
qui sont devenus iconiques. Un reportage qu'il a réalisé dans les années 40 dans des foyers en Suisse germanophone, et des foyers où on voit donc cette mise au travail contrainte de jeunes garçons qui étaient mal nourris, maltraités. Et ce reportage qui, à l'époque, dans les années 40, va susciter l'indignation publique et qui va même susciter la fermeture de ce foyer de Sonnenberg. Mais malgré ça, le système de ces placements d'enfants n'est pas fondamentalement remis en question. Et le système, et c'est là où la question, le fait que ce soit un pays fédéraliste, où les cantons ont justement une certaine souveraineté, en cause dans ce système qui en fait, derrière, c'est tout le maillage des autorités de tutelle qui plaçaient des enfants de familles pauvres. Et donc, la question, c'était d'enlever des enfants à des parents qui n'étaient pas considérés aptes à éduquer, élever leurs enfants, et donc qui étaient comment dire, vers lesquels on prononçait la déchéance de la puissance paternelle, donc autorisée par le Code civil. Parfois, c'était les parents eux-mêmes, donc des familles nombreuses, qui demandaient à ce que leurs enfants soient placés. Et donc tout ça a perduré depuis la fin du 19e siècle. Et surtout, là, beaucoup de ces enfants placés étaient des enfants dits illégitimes, donc nés hors mariage. Et si les photos donnent à voir des visites des tuteurs qui vont regarder, voir les conditions de placement de leurs pupilles, les recherches aujourd'hui, les témoignages montrent à quel point la surveillance de ces placements est extrêmement lacunaire et que de nombreux enfants ont souffert de carences très, très graves, ce qui apparaît aujourd'hui dans la publication de plusieurs autobiographies donc, de ces enfants qui racontent ce qu'ils ont vécu dans ces institutions. Et donc, ce sont ces anciens enfants placés qui vont manifester à Berne devant le palais fédéral pour faire une série de revendications en 2014, des revendications qui vont être entendues, où ils veulent que le grand public connaisse leur histoire, ils veulent qu'il y ait une reconnaissance officielle des abus commis qu'ils ont, et dont ils gardent encore des séquelles. Ils vont réclamer donc des recherches historiques et un enjeu extrêmement important, l'accès aux dossiers d'archives. Ils veulent connaître leur propre histoire, ils veulent comprendre comment ils se sont trouvés dans ces situations de placement, et puis aussi revendication de réparation matérielle. Ces revendications vont être entendues par le champ de la recherche. Et bien, ici, c'est juste quelques exemples de publications donc de cette histoire des enfants placés, qui est de mieux en mieux documentée. Mais voyez, quand vous voyez les dates de publication, c'est vraiment quelque chose de récent. S'il n'y avait pas eu cette revendication venue d'en bas, jusque-là, les historiens et historiennes ne s'intéressaient guère à cette problématique. Alors, que montre cette historiographie? Elle montre que si, dans certains cas, les placements ont permis à certains d'échapper à la misère et d'échapper à la violence dans leur propre famille d'origine, pour la plupart, ces placements ont été traumatisants, faits de vexation, d'une discipline stricte, d'absence de chaleur humaine et de dévalorisation de soi. Et donc, la mobilisation récente, collective, c'est une forme d'exorciser ce passé. Mais reste la question posée par les historiens et historiennes, c'est comment se fait-il qu'un tel système fait de violence a pu perdurer pendant autant de décennies, malgré quelques voix dénonciatrices, malgré des scandales réguliers frappant certaines institutions. Alors, plusieurs facteurs entre lignes de compte. Donc, l'absence d'organismes de surveillance. Ici, c'est le pouvoir fédéral qui est mis en cause d'avoir négligé, de ne pas avoir mis en place un système indépendant des cantons pour surveiller ces placements. Aussi, un état de rapports sociaux marqué par une domination des classes et par une stigmatisation très forte de la pauvreté, qu'on lit alors clairement quand on consulte les dossiers d'archives, on voit à quel point il y a une terminologie extrêmement dépréciative, où la pauvreté est vraiment associée toute l'idée de l'immoralité, de désordre, de déchéance même psychologique et morale. Et puis, un enjeu aussi économique. Beaucoup de ces institutions privées, elles recevaient de l'argent de l'État
donc d'État qui payait le placement de ces enfants, qui par ailleurs étaient contraints de travailler. Donc il y avait aussi des enjeux financiers qui sont aujourd'hui mis en évidence. Donc, en dépit de dénonciations ponctuelles, tout était fait pour étouffer ces scandales et dissimuler les conditions de vie de ces enfants. Il y a quelque chose aussi d'assez surprenant, c'est qu'à la même époque, dans les années 40-50, émergent des théories psychologiques, notamment la psychanalyse, sur la question d'enfance abandonnée, notamment un personnage important, John Bowlby, qui a beaucoup publié sur les théories d'attachement. Et ces théories-là, elles sont connues en Suisse, des psychiatres et pédopsychiatres, mais elles ne trouvent pas une application pour ces enfants-là. Donc, c'est pas. Ces enfants, ils passent parfois par des services médico-psychologiques, mais il n'est pas question des traumatismes infantiles liés à l'abandon et à la séparation de la mère. Donc, il n'y a pas eu vraiment de répercussions comme il y a pu avoir dans d'autres pays. Donc, il faut attendre, si vous voulez, donc les scandales d'abord médiatisés des enfants yéniches et c'est donc de la mobilisation de ces enfants pour qu'une politique mémorielle émerge. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, les médias, ils ont consacré aussi plusieurs reportages, journalisme d'investigation. Là, c'est juste quelques exemples parce qu'il y a vraiment, voilà, les médias ont passablement contribué à sensibiliser l'opinion publique sur ce passé sombre. Après les enfants placés, s'ouvre très vite un autre chapitre qui est celui des internements administratifs pratiqués en Suisse jusqu'en 1981. Et là, on a affaire plutôt à des jeunes adultes et à des adultes. Alors, de quoi s'agit-il? Pour résumer de très grands traits, depuis le 19e siècle, parallèlement au système pénal, les autorités en Suisse avaient un pouvoir légal de décider de privation de liberté des personnes qui n'ont jamais commis un quelconque délit. Donc ces internements, ils étaient utilisés comme moyen de sanction à des comportements qui étaient associés à du désordre. Mais pour vous donner un aperçu de tous les motifs qui pouvaient être derrière des décisions de privation de liberté, là vous avez juste quelques exemples. Donc bien sûr, tout ce qui relevait de la maladie mentale, alcoolisme, vagabondage, mendicité, négligence des obligations familiales, tout ce qui était de l'ordre de la paresse, des penchants au délit, racolage, des l'oisiveté, donc il y a toujours l'idée de la paresse, tout ce qui est des scandales publics. Et puis ici, malheureusement, on ne le voit pas, alors que j'avais mis en gras, c'est parfois le principal motif, c'est le risque de tomber à la charge de l'assistance publique. Donc en fait, pour toutes ces raisons multiples et variables, les personnes en Suisse pouvaient se trouver privées de liberté pour des durées indéterminées. Or, tous ces motifs-là, ils sont contraires à ce que prévoit la Convention européenne des droits de l'homme, cachée par, qui prévoit jusqu'à aujourd'hui 5 cas de figure possibles pour pouvoir priver une personne de sa liberté dans le cadre civil. La Suisse, elle ratifie cette Convention européenne des droits de l'homme dans les années 60. Et c'est à ce moment-là qu'il est constaté, vous en Suisse, vous avez des pratiques qui sont absolument contraires au droit international et qui s'appellent vos internements administratifs. Ça, c'est impensable. Et donc, il faut attendre 1981 pour que toutes ces législations, c'était notamment des législations d'assistance publique, qui permettaient cet enfermement. Ces privations de liberté avaient une durée généralement indéterminée et donc il a fallu attendre 1980. Et c'est ce passé-là qui est récemment documenté. Ici, c'est un des personnages, une des internées administratives qui est les plus connues dans l'espace public. Donc cet enfermement arbitraire et moralisateur a été vécu par des jeunes femmes en Suisse, notamment dans les années 50 et 60, et qui est publiquement donc dénoncé par Ursula Biondi. Elle va occuper la scène publique, elle va fédérer autour d'elle bien d'autres femmes et hommes qui ont connu dès leur jeune âge ce genre de privation de liberté. Alors Ursula Biondi, elle a eu le malheur à l'âge de 17 ans de tomber amoureuse d'un homme plus âgé, divorcé. Elle tombe enceinte et des autorités administratives du canton de Zurich où elle vivait ordonnent en 1966 son internement dans une prison pour femmes, qui est la seule prison, des seules prisons pour femmes en Suisse, qui est la prison de femmes de Hindelbank.
Au cours de sa détention, elle est donc enceinte, elle est contrainte de travailler. Et après l'accouchement, pendant le temps qu'elle est en prison, son enfant, elle est aussitôt donnée en adoption. Elle parvient à le récupérer à l'âge de 3 mois. Elle vit avec son enfant pendant 1 an en prison. En 2002, elle publie son autobiographie. Elle va attirer l'attention des journalistes qui vont faire appel à d'autres témoignages. Et on va alors découvrir toute une série d'histoires semblables de jeunes femmes, justement, qui avaient le malheur d'avoir des comportements sexuels hors mariage, parfois matérialisés sous forme de grossesse, et qui pouvaient aboutir à des mises en détention. Alors elle, Ursula Biondi, elle va justement déclencher avec d'autres un processus pour faire reconnaître ces injustices commises. Et donc après les enfants placés, place aux internés administratifs. Et tout un travail de mémoire avec des rituels politiques. Donc, il y a eu d'abord des excuses donc des membres du gouvernement fédéral, d'abord devant la prison pour femmes d'Indelbank, où s'est trouvée Ursula Biondi en 2010. 3 ans après, c'est à Berne, en présence de 700 personnes, de nouveau des excuses publiques que vous pouvez aussi voir sur Internet, parce que tout ça, c'est archivé. Ces rituels à forte charge symbolique sont extrêmement importants, ils émeuvent, ils suscitent beaucoup d'émotions de la part de ces personnes, mais elles attendent davantage que des excuses. Et c'est pour ça que des lois inédites ont été promulguées en Suisse pour réhabiliter ces personnes. Une première loi importante en 2014, on voit, qui prévoit 3 mesures. D'abord, reconnaître l'injustice. Je suis désolée, je ne sais pas si vous lisez bien parce que c'est coupé par... Oui, oui. Donc, reconnaître en justice, consacrer une étude scientifique à ce chapitre sombre d'histoire suisse, et puis archiver les dossiers de placement et de donner la possibilité aux personnes d'accéder gratuitement à ces archives. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais d'un contexte spécifique où la science et le politique et la société civile se réunissent, y compris sous la forme de cette loi de réhabilitation. Une autre loi, 3 ans plus tard, concerne les versements. Alors, on ne parle jamais d'indemnité financière par rapport... il ne s'agit pas de réparer les torts subis. On parle de contribution de solidarité. Là aussi, il y a encore des recherches à faire sur comment ça s'est passé, parce que ça a été assez... sensible de savoir qui, combien. Donc, vous voyez, au début, les critères d'attribution, donc je vous ai mis le montant en dollars canadiens. Les critères, c'était de dire que c'était pour les personnes qui avaient été touchées durement et directement par les mesures ou qui avaient subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental. Donc là, vous pouvez imaginer comment on va déterminer la gravité. Donc c'est extrêmement compliqué. Et donc, à un moment donné, ils ont décidé tout simplement d'attribuer la même somme et de ne pas commencer à hiérarchiser. Mais il faut encore faire de la recherche sur cette question-là en tant que telle. Comment ça s'est passé? La recherche historique qui donc faisait partie de cette loi, donc il y a une commission indépendante d'experts sur les internements administratifs qui a été désignée par le gouvernement fédéral, composée essentiellement d'historiens qui ont été chargés pendant 4 ans de faire la lumière sur ces internements administratifs. Ils ont un site incroyable, donc cette commission indépendante. Ils ont publié 10 ouvrages qui sont intégralement accessibles en libre accès dans les 3 langues, français, allemand et italien. C'est un travail impressionnant qui a été fait dans un certain nombre de cantons en Suisse pour faire la lumière sur ces internements administratifs. Les constats sont accablants. Donc, entre 1930 et 81, on estime donc environ 60 000 le nombre de personnes âgées de plus de 16 ans qui ont été privées de liberté par ces voies administratives. Le plus souvent, elles sont issues des fractions les plus pauvres des classes populaires, et les hommes ont été majoritairement concernés, c'est-à-dire environ 80% des cas. Et ces personnes donc, ont été internées, parfois sans même comprendre pour quelles raisons et pour quelle durée, et sans possibilité de faire recours dans la plupart des cas. Un certain nombre, donc là, si vous voulez, il y a eu un pic surtout dans les années 30 et 40, et ensuite il y a eu un nouveau pic dans les années 50-60, où là, c'est là où justement des femmes
ont été un peu plus concernés. Puis on voit que jusqu'à 1980, il y a une tendance à décroissance de ces décisions. Et là, c'est là où les chercheurs, ces historiens, ils ont aussi exhumé des lettres écrites depuis les prisons, comme ici la prison de Bellechasse dans le canton de Fribourg, un canton francophone très catholique, qui a pratiqué passablement d'enterrement administratif. Et donc des historiennes qui ont trouvé des lettres envoyées par des personnes, des hommes et des femmes dans ces prisons qui se sentaient, qui permettent de documenter les conditions dans lesquelles elles vivaient, dans l'ignorance totale d'à quel moment elles allaient être libérées, et qu'elles côtoyaient, elles travaillaient aussi à côté de détenus de droit commun, alors qu'elles étaient tout simplement internées administratives. Livrées donc à l'arbitraire, à l'insécurité juridique, parfois aux violences physiques et sexuelles, ces personnes, dont certaines témoignent aujourd'hui à visage découvert, se disent marquées à vie. Donc ça, c'est un des ouvrages qui ont été publiés par rapport aux personnes qui racontent leur histoire et qui ont, pour elles, c'était un enjeu important justement de montrer leur visage. Parallèlement à tout ce travail de recherche, cette commission, donc, qui a duré entre 2016 et 2019, je faisais pour ma part, je dirigeais une recherche en parallèle, donc j'étais en collaboration avec ces équipes d'historiens. Moi, je me suis intéressée au dispositif qui a remplacé l'enterrement administratif en Suisse. Et donc, avec mon équipe, on a étudié à peu près en même temps le passage, la fin des enterrements administratifs vers un dispositif du Code civil qui s'appelle la privation de liberté à des fins d'assistance, qui, grosso modo, est la façon les enterrements psychiatriques forcés en Suisse. Et donc, c'était de documenter ce passage lors de la modification du Code civil, savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette transition dans les années 70, quand il fallait modifier le Code civil sous l'influence du droit international. Et dans cet ouvrage que nous avons publié pendant la pandémie du Covid, on retrace notamment cette phase des transitions. Et c'est dans le cadre de cette recherche qu'on est tombé sur des boîtes d'archives incroyables à Berne de personnes qui, dans les années 70, ont écrit, alors justement, pour bien comprendre, donc on voit, c'est pour comprendre le passage des dispositifs, donc les enterrements administratifs qui vont jusqu'à 1981, 81 modifications du Code civil qui met un terme aux lois qui permettaient ces enterrements et qui institue dans le Code civil la privation de liberté à des fins d'assistance, qui concerne donc ces catégories-là, donc ces personnes qui peuvent être privées de liberté. Et depuis 2013, le nouveau changement du Code civil, on parle de placement à des fins d'assistance ou PAFA. C'est le même dispositif, toujours pour les troubles psychiques, déficience mentale, état grave d'abandon. Donc ça, c'est le dispositif que j'ai analysé dans mes recherches et que j'aurai l'occasion de présenter dans d'autres séminaires. Mais donc nous, on s'est intéressé à ces phases de transition. Et avant cette transition, il y avait beaucoup de reportages dans la presse sur les débats au Parlement fédéral qui allaient mettre un terme à ces enterrements administratifs. Et donc, dans cette boîte d'archives que nous avons trouvée, presque par hasard, on voit des lettres envoyées de toute la Suisse, des hôpitaux psychiatriques et des prisons, des personnes enfermées, des hommes et des femmes, qui s'adressent au président de la Confédération, parce qu'ils écoutent les nouvelles, disant là on parle qu'on va mettre un terme à ces internements. Et donc, ils écrivent des lettres qui sont reçues par des juristes à Berne, qui répondent d'ailleurs à ces personnes, et qu'on a exhumées. Grosso modo, ces personnes, elles supplient, donc elles racontent leur mésaventures, de leur situation d'enfermement, le fait qu'elles se trouvent oubliées du monde, que bien sûr qu'elles estiment que leur enterrement il est abusif, qu'il ressemble à une décision pénale. Ils profitent pour dénoncer, c'est un peu des lanceurs d'alerte, si vous voulez, de se dire, cher président, vous ignorez ce qui passe dans ce pays, dans les établissements où nous sommes internés, où ils profitent pour dénoncer que ce soit des traitements de force, des injections, le fait d'être placé sous tutelle, d'être victime de persécutions.
Et donc, il y a toujours cette idée de s'adresser au président comme identifié comme une identité, le sauveur de leur situation. Il faut savoir qu'en Suisse, le président est une fonction symbolique qui change chaque année, donc la rotation. Mais ça reste quand même la plus haute personnalité à qui ces personnes s'adressent. Et alors, je ne vais pas passer les détails, mais c'est un peu pour voir un petit peu la tonalité dans ces lettres manuscrites, des tailles parfois très variables. Bien sûr, ces personnes, elles disent jamais quels sont les diagnostics psychiatriques qui ont été au fondement des décisions d'internement. Mais leur idée, c'est bel et bien de dire qu'ils veulent, c'est de demander des libérations. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils doivent suivre par la presse, et notamment Kurt Furgler, qui a été président de la Confédération 3 ans, et qui était à l'époque le chef du département de justice et police, et qui est très médiatique et médiatisé. Il adore les médias. Et donc moi-même, j'ai regardé ses conférences de l'époque pour comprendre que les personnes qui l'ont écrit, parce que lui, c'est le principal destinataire, et c'est un anticommuniste résolu, donc on est là en pleine guerre froide, et qui dit dans la presse ou lors des annonces à Noël pour la population, pour le peuple suisse, dire ce qu'il défend, il défend ce changement du code civil en disant que plus jamais les personnes seront inutilement privées de liberté, qu'il défend les droits des personnes handicapées, qu'il est un homme proche du peuple. Et donc forcément, les gens ils s'adressent à lui en se disant cher Kurt Furgler, vous allez nous entendre, forcément. Donc vous voyez, il y a cette espèce presque de méprise. Et donc ce n'est pas par hasard, parce que lui, il insiste vraiment beaucoup sur le fait que la Suisse fait partie dans l'Occident des sociétés libres et libérales, contrairement à ce qui se passe à l'Est. Alors forcément, dans les lettres, on va beaucoup parler, donc les personnes qui écrivent, ils vont justement utiliser des termes qu'ils entendent dans les médias, comme la question des droits de l'homme, la rhétorique des droits de l'homme qui va apparaître un peu dans ces lettres. Pareil, pour regarder, bien sûr, ils vont instrumentaliser la guerre froide qui va s'inviter dans ces lettres aussi. J'ai été torturée mentalement et physiquement, pire que dans un camp de concentration. Ces méthodes ne sont même pas utilisées en Russie. J'ai droit à la liberté et vous, en tant que président de la Confédération, ne pouvez permettre qu'un paralytique soit torturé ici. Monsieur le président de la Confédération, veuillez à ce que la Suisse ne soit pas discréditée à l'étranger si on venait à la décrire de la même manière que la Russie et la RDA. Ça, c'est juste un exemple, c'est quelque chose d'assez constant dans ces lettres qui sont une espèce de répondant au discours politique dans un contexte anticommuniste très très fort en Suisse à ce moment-là. Donc c'est très intéressant de voir et que ça nous permet en fait de savoir que les personnes, elles avaient beau être dans les établissements, elles avaient accès, ça on le sait, notamment aux journaux ou à la radio. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas si toutes ces lettres, elles ont reçu des conseils des juristes, mais on ne sait pas si ça a vraiment changé quelque chose dans la vie de ces personnes qui ont écrit. Une chose est sûre, pour eux, c'était extrêmement important de sortir de sortir de cette invisibilité dans laquelle ils estimaient être pris, et ces personnes qui ont voulu lutter contre l'idée de ne plus exister socialement. Et ici, on peut penser aux analyses du sociologue et philosophe allemand Axel Honneth, qui dit que l'invisibilité est une des formes les plus douloureuses et humiliantes de mépris social éprouvé par les classes dites inférieures. Dans son ouvrage, il évoque The Invisible Man, un roman publié en 1952 par Ralph Ellison, en plein apartheid aux États-Unis. Ralph Ellison, le noir parmi les blancs, c'est un narrateur en colère qui raconte comment il vit cette expérience effroyable qu'on regarde à travers lui comme s'il était invisible alors qu'il est physiquement présent. Par ses écrits, il cherche précisément à gagner en visibilité. Et comme rappelle justement Axel Honneth, l'histoire culturelle offre de nombreux exemples de situations dans lesquelles les dominants expriment leur supériorité culturelle et sociale par le fait de ne pas même pas percevoir ceux qui dominent. Et c'est un peu ce qui me fait penser en lisant ces lettres, c'est de ceux qui cherchent auprès du président à gagner en visibilité. Et on retrouve d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, de quoi on ne voit pas,
C'est un ouvrage récent par des politologues français, Écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée, où justement c'est encore une pratique où des personnes en France, surtout des milieux populaires, qui écrivent. Donc il y a des milliers de lettres au président de la République, à peu près avec les mêmes doléances. J'imagine qu'au Canada, il existe aussi, probablement le Premier ministre, il reçoit aussi énormément de lettres, de doléances. Donc on retrouve que cette tradition qui demeure. Donc, je vais arriver bientôt, j'arrive vers la troisième dernière partie, enfin, presque une conclusion. Si vous voulez, cette politique mémorielle, et j'ai apporté, elle fait objet aussi d'un travail assez important didactique de l'histoire. Ça, c'est une nouvelle plateforme éducative qui a été créée, lancée en 2024, l'année passée, par des collègues qui sachant que je venais présenter, m'ont dit Amen pour qu'ils sachent ce qu'on fait dans cette plateforme pédagogique. Et donc, je vous distribuerai tout ce travail qui. Comment transmettre aux générations à travers l'école cette histoire orale des enfants placés et des internés administratifs. Donc, ils ont créé ce site que vous pouvez aller voir où on voit donc des témoignages et les élèves, ils doivent travailler à partir de sources. Donc, ils écoutent des témoignages et les enseignants, ils ont tout un manuel, si vous voulez, avec des documents. Donc, c'est vraiment un travail qui est fait de transmission pédagogique de ce passé que je suis en train que je vous ai présenté. Pour leur part, les archivistes aussi en Suisse se sont engagés passablement dans tous ces débats parce qu'ils devaient recevoir les personnes aux archives pour consulter leurs dossiers. Ils ont vécu des choses, ils ont organisé des colloques sur le devoir de mémoire et comment conserver des archives des populations dites marginales et marginalisées. Donc il y a eu vraiment une espèce d'effervescence dans le monde de l'archivistique, des personnes qui ont pu observer de près la confrontation douloureuse quand ils recevaient des personnes qui venaient voir leur dossier et que c'était assez compliqué. Donc ils ont dû collaborer avec des associations et des psychologues pour lorsque les personnes découvraient des aspects peu glorieux de leur propre famille ou tout un lexique administratif et psychiatrique très dénigrant. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ouvrir un peu la discussion, donc quand on parle de politique mémorielle, et il y a des ouvrages qui traitent ces questions assez complexes, qui sont passionnants, c'est comment le champ de la recherche se trouve confronté à des contextes où les personnes qui ont vécu ces mesures coercitives, elles sont toujours là, elles sont devant vous quand vous faites des présentations. Et donc, il y a des nouveaux enjeux qui suscitent des interrogations sur comment les chercheurs ils vont se situer dans des guerres mémorielles. Ça c'est encore assez vif. Et qui va se répercuter d'une manière ou d'une autre sur le type de questions et de comment on explore des sources et des archives, puisqu'il y a des mobilisations à forte charge émotionnelle et auxquelles j'ai pu témoigner par rapport à cette commission indépendante d'internement administratif, où quand les historiens commençaient à présenter leurs travaux et qu'il y avait des victimes qui étaient sur place, c'était pas toujours évident ce qui se passait, c'est abordé par deux historiennes, deux collègues, Joëlle Dru et Anne-Françoise Prat, dans ce petit ouvrage sur les enfants placés, où elles abordent ce qui était compliqué pour les historiennes, de comment garantir leur indépendance alors que les personnes étaient encore vivantes et qui pouvaient parfois contester, dire ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc il peut y avoir une volonté de mettre la recherche historique au service d'une réparation et donc d'une seule vérité historique. Par ailleurs, très difficile aussi de savoir comment garantir la confidentialité, alors que dans les archives, on voit des victimes, on voit ceux qui ont maltraité, on voit les responsables des décisions. Et j'ai assisté parfois à des situations vraiment compliquées, où lors de rencontres publiques, certaines personnes concernées par des enterrements administratifs voulaient que des historiens et des historiennes publient des listes de noms de personnes qui avaient décidé par le passé, telle assistante sociale ou tel psychiatre, tel officier de la tutelle, publient des listes nominatives. Donc ils voulaient une espèce de vengeance
dans l'espace public. Et là, les historiens, c'était un travail vraiment parfois assez chaud. Et les historiens qui ont dû vraiment faire un travail, parce ils collaboraient vraiment avec ces associations, mais pour distinguer donc le travail historien du travail judiciaire et dire que les historiens n'étaient pas là pour faire un travail de justice et de se rédiger en tribunal, mais pour dire voilà, que c'était un contexte qui n'était pas toujours évident. Cette problématique, elle est bien sûr, par exemple, très présente. Benjamin Stora, qui est le grand spécialiste de la colonialisme français en Algérie, qui, dans ce superbe entretien sur la guerre des mémoires, il aborde ça. Il dit, en tant qu'historien, je suis entre... il y a les discours de ceux qui disent que la colonisation a été un bienfait pour l'humanité, et d'autres, au contraire, qui disent à quel point c'était destructeur. Et qu'est-ce qu'il fait entre ces deux? Lui, il propose la notion que lui, en tout cas, face à cet antagonisme, c'est d'essayer de trouver des passerelles, des espaces mémoriels communs. Voilà, de ne pas juste rendre compte, documenter, point de vue historique, une seule mémoire, mais d'essayer de rendre compte de ces antagonismes et de ces rapports de force. Autre chose aussi qui a été faite en Suisse, qui est intéressante, qui était la première fois qu'une chose pareille se produisait, c'est que les personnes qui ont consulté leurs archives, ils avaient la possibilité, chose qui était impensable dans la recherche historique traditionnelle, elles pouvaient joindre à leur dossier d'archives leur propre. Et donc, dans l'archive, dans le dossier qui va être consulté par des historiens à l'avenir, il y a cette annexe qui a été rajouter pour se réapproprier leur histoire. Notamment dans une recherche qui a été réalisée, à laquelle j'ai pu participer en partie, une recherche faite par la TD Carmonde Suisse, au sein duquel il y a des anciens enfants placés, des anciens internés administratifs. C'est cette crainte, attention avec ces cérémonies d'excuses du gouvernement, de dire qu'il y avait le passé sombre de l'histoire sociale suisse, et avoir une espèce de vision progressiste comme ça, et de se dire non, il y a encore des gros problèmes en Suisse par rapport à la stigmatisation de la pauvreté et la question de la reproduction des inégalités au fil des générations. Et donc, il y a ces recherches participatives citoyennes. En tout cas, ils se mobilisent beaucoup, encore aujourd'hui, dans les médias et par la recherche pour dire ne faites attention à ces politiques mémorielles. Et puis, un dernier aspect qui m'intéressait particulièrement, c'est que comme toute mémoire individuelle, celle de nos sociétés est éminemment sélective. Toute mémoire est faite d'oubli et de refoulement, faite de célébrations de figures héroïques et puis d'occultation d'autres figures qui doivent demeurer invisibles, qui vont peupler les caves sombres de la mémoire du pouvoir, pour citer le collectif Maurice Florence. J'ai consacré avec une de mes collaboratrices historiennes, Sandrine Molini, un article sur cette question sélective. En fait, qui est une vraie victime? Parce que ça a été vraiment discuté dans l'espace public pendant ces recherches historiques, ces présentations publiques, les expositions. Et il y a l'idée d'une concurrence victimaire. Il y a certains qu'on peut soupçonner qu'en fait, ils ont mérité les mesures qu'ils ont subies, alors que d'autres sont des vraies victimes, sont des victimes innocentes. Et donc, ça a été quelque chose, voilà, on assiste à une hiérarchisation symbolique entre les vrais et les faux, qui peut prétendre avoir un statut de victime. Et dans les enfants placés, les mères célibataires incarcérées, elles ont incarné tout particulièrement l'archétype même de la victime. Mais par contraste, d'autres, par exemple les prostituées, qu'on retrouve dans les archives, quand étaient aussi internées par voie administrative, là on ne parle pas trop. Voilà, il y a certaines situations où c'est plus délicat. Et c'est justement ces autres-là qui m'intéressent dans les études, les recherches que je fais, en pensant notamment à ce que dit Pierre Bourdieu à propos de ceux qui vont être condamnés à jamais à l'invisibilité, des opérations de distinction sur ceux qui ont un capital symbolique négatif et qui est une vraie malédiction. Et il dit ceci: il n'est pas de pire dépossession
des pires privations peut-être que celle des vaincus dans la lutte symbolique pour la reconnaissance, pour l'accès en aide sociale socialement reconnue, c'est-à-dire en un mot à l'humanité. Or, il remarque qu'il y a des personnes, des catégories de la population qui vont être frappées, qui doivent être condamnées, qui ne vont jamais être célébrées ou qu'on va même, comment dire, c'est un peu comme dans les cimetières, vous savez, les fosses communes, ceux qui n'ont même pas de nom. C'est ça la malédiction d'un capital social négatif, c'est qu'il y a des catégories de la population qui ne vont pas, qui vont être exclues de ces politiques mémorielles. Et c'est celle-là qu'on a pu, comment dire, qu'on s'est intéressé dans ce qui a succédé. Donc, c'est le dernier programme national de recherche financé par le gouvernement suisse. Il y a eu donc la suite, c'est de continuer la recherche qui s'est terminée en fait officiellement en fait 2024. Donc, avec des projets, c'était de continuer toujours à étudier ces mesures qui impliquaient à la fois une coercition et une assistance avec beaucoup d'équipes et de projets. Et j'ai donc dans le cadre de ce programme-là, j'ai dirigé un justement sur le rôle d'expertise psychiatrique dans le déploiement de ces mesures entre 1940 et 1980. Et c'est là-dedans qu'on s'est intéressé, donc avec mon équipe d'historiens et historiennes, au rôle de cette expertise, mais que je ne vais pas aborder maintenant. Mais on va retrouver justement ces personnes qui échappent à la politique mémorielle. Donc on a exploré toute une foison de sources, donc je ne vais pas développer ici. Je peux répondre si vous avez des questions à ce propos. Mais notamment, on s'est beaucoup intéressé à ceux qui ont navigué entre les établissements psychiatriques de soins et les prisons et les colonies agricoles pénitentiaires. Donc des personnes qui avaient un double statut psychiatrique et justiciable du pénal. Et là, on retrouve toute une pluralité de situations, et notamment celles justement qui ne sont pas mentionnées dans les politiques mémorielles. Je vous donne un exemple. Par exemple, des femmes qui ont été occupées pour infanticide, des femmes qui avaient une condition misérable. Donc, ils sont aussi des mères célibataires, sauf qu'elles sont allées jusqu'à l'enfanticide. Ah bah, celles-là qu'on voit qu'elles sont expertisées, celles-là, bien sûr, elles sont silencieuses aujourd'hui dans une politique mémorielle, parce que c'est impossible, alors qu'elles ont pu subir aussi des conditions d'enfermement compliquées. Et donc, c'est notamment assez, voilà, c'est de se dire que notre rôle à nous aussi, c'est de se dire pourquoi ces autres figures-là, est-ce qu'on peut réfléchir en termes de droit, qu'est-ce qu'elles ont subi, et pourquoi aujourd'hui c'est difficile d'en parler. Et donc c'est ça, donc c'est notamment ça c'est le programme de présentation concocté avec Emmanuel Bernheim, où je vais aborder certains de ces aspects issus de ces recherches, donc sur le paternalisme médical et les maternités célibataires, la question de la justice pénale civile, donc on va comparer ce qui se passe ici et puis en Suisse francophone, toute la question des archives psychiatriques et tous les enjeux de protection des données, et puis je conclurai notamment avec cette question d'expertise psychiatrique dans les cas d'inceste et de délits sexuels, qui est une question voilà, qui occupe aujourd'hui, qui est toute récente aussi en Suisse. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très riche. Je vais donc maintenant ouvrir pour une période de questions. Vous déjà vous manifester. En ligne aussi, vous pouvez facile. Vous pourriez intervenir soit lever votre main, soit écrire dans le chat et je pourrai lire la question. Dans ce cas-là, pour réchauffer un peu, moi, j'aurais une question, en fait, sur la question de l'accès aux archives. En fait, tu disais, l'accès aux archives est en fait assez... Donner accès aux archives, en général, c'est quand même pas toujours facile d'accéder aux archives. Donc, comment ça s'est passé? Parce que je comprends que ça s'est fait pour tout le monde en même temps, la recherche, les personnes concernées, tout le monde. C'est la première chose. Et après, il y avait cette idée d'ajouter une annexe dans le document. Et alors, je me demande un peu comment s'est passé donc l'accès, puis ensuite comment s'est passé l'ajout de ce document-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce document? Est-ce qu'on peut mettre ce qu'on veut? Et puis, qui pourra consulter est-ce que ce document-là, il est à même le dossier consultable en fait par qui voudrait consulter? Et comment on va traiter ce document? Donc, je comprends que c'est une question avec beaucoup de volets. Mais... Oui.
Alors, d'une part, ces archives en tant que telles, parfois elles n'existaient pas. C'est que les archivistes, ils ont dû aller chercher, parce que ces personnes placées ou internées, elles sont passées par différentes institutions. Ça, c'est Lumire qui... Oh, I don't know. There's something online. Is it okay? Oh, yeah. No, We can show. I can turn the Okay, projector off. great. La constitution même d'un dossier était un travail énorme pour les archivistes parce que ces personnes, il fallait déjà trouver, parce qu'il y avait le dossier dans la tutelle, ensuite en tel, quand ils changeaient, il y avait une mobilité géographique importante, il y avait plusieurs institutions impliquées. Donc il fallait déjà que les archivistes, ils ont fait un travail parfois phénoménal, très long, pour réunir toutes les pièces en dossier pour que la personne puisse, et parfois le dossier était lacunaire. Donc déjà, c'était la première étape. Donc là, donc toutes les personnes, et c'était l'enjeu de la loi 2014, les personnes donc pouvaient, une fois que ces dossiers étaient constitués, ils pouvaient donc consulter avec l'aide, justement avec ces supports psychologiques. Et les chercheurs de la commission indépendante, ils avaient, ces chercheurs-là, ils avaient libre accès à tout parce qu'ils utilisaient aussi ces dossiers pour documenter. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez consulter ces archives, il faut passer par une commission d'éthique en Suisse. Il faut payer 1200 francs suisses en dollars canadiens. 2500 à peu près. Voilà. En fait, chaque canton, il a sa commission d'éthique et quand on veut faire de la recherche, mais même pour les archives psychiatriques des établissements, n'importe quel projet de recherche, quand on veut consulter des dossiers, il faut faire un protocole extrêmement fastidieux. Il faut payer. Il faut payer pour tous les projets, c'est pas pour ce projet. Non, en fait, c'est pour tous les projets. On paye la commission d'éthique qui donne son aval et à quelles conditions on peut consulter ce qu'on appelle des données sensibles comme celle-là. Donc la commission dépendante des experts, ils avaient une quarantaine de chercheurs. Eux, ils avaient accès à tout à ce moment-là. Ça faisait partie de leur mandat. Alors que maintenant, ça fait partie, c'est des objets qui continuent à faire objet de recherche historique, mais donc il faut quand même pas mal d'autorisation. On ne peut pas consulter comme ça. Il faut anonymiser, il faut demander le consentement à la personne, s'il faut citer le nom, etc. Donc c'est très protocolé. Et donc cet ajout, il y a un documentaire, il y a un temps présent Temps présent est une émission. Il y a ici un représentant, un réalisateur de Temps présent à la télévision suisse. Temps présent qui existe depuis plus de 50 ans, est du journalisme d'investigation, qui a fait plusieurs reportages là-dessus, et notamment un sur, on voit les personnes rajouter donc des pièces personnelles. Alors c'est des pièces qui vont compléter. Imaginons par exemple que dans le dossier, on voit la décision du placement dans un orphelinat, on voit toutes les notes de comportement qui sont parfois assez dures à lire, hein, sur les portraits psychologiques, psychiatriques aussi le rapport d'assistante sociale. Et les personnes, elles pouvaient rajouter leur histoire orale écrite sur leurs souvenirs de comment elles ont vécu. Par exemple, les conditions de l'orphelinat, ou si elles ont gardé, par exemple, des lettres reçues quand elles étaient enfants. Donc, tout document qu'on appelle des égo-documents, donc des documents personnels qu'elles avaient de l'époque et qu'elles pouvaient rajouter. Ou par exemple, on ne pouvait pas décrire des insultes par rapport à l'assistance sociale qu'ils décrivent. Mais ce que les archivistes m'ont raconté, c'est qu'ils parfois ils étaient confrontés à des choses très dures. C'est quand les personnes découvraient que, par exemple, leur mère leur avait menti en disant que c'était une assistante sociale qui les avait placées, puis qu'en fait c'était elle qui avait placé. Donc elle disait que parfois c'était très déroutant et que ça provoquait vraiment beaucoup de réflexions sur cette confrontation à l'objectivation. Il y a eu dans des expositions, vous voyez, hein, ce langage. Et donc ces rajouts d'archives, du coup, j'ai pas encore vu exactement. Donc c'était pas n'importe comment, hein, il fallait quand même, on peut pas mettre n'importe quoi, mais c'est préciser à quel moment ça a été déposé, rajouté au dossier. Les personnes qui vont consulter le dossier vont avoir accès à cette pièce aussi. Oui. Oui, c'était un des aspects les plus intéressants et c'est un défi pour les historiens parce que là, en principe, en archive, on ne la change pas. Et là, il y a un rajout, mais il y avait un enjeu vraiment énorme pour que les personnes puissent dire qu'il n'y avait pas que leur histoire de leur enfance, ou ce qu'elles avaient subi n'était pas écrite par d'autres, qu'elles pouvaient aussi. Donc il y avait un enjeu vraiment là très intéressant qui s'est joué. Oui, bonjour Christine.
Christina, je suis Martha Tifo. On a échangé ensemble là, parce qu'on est supposé se rencontrer pendant le mois de mai. Alors, merci pour cette très belle présentation qui nous dit beaucoup. Bien sûr, plusieurs années de travail avant d'en arriver à une présentation comme celle-là. Puis nous, on est tout de suite impressionnés par ce qui semble être un accès assez libre, facile à ces archives-là. Mais combien de temps ça prend pour obtenir l'autorisation? Vous parlez souvent des dossiers. Est-ce qu'il y a des dossiers psychiatriques, médicaux, dossiers judiciaires? Quels sont exactement ces archives que vous appelez dossiers? Oui. Alors, c'est ce que j'ai fait donc, dans la dernière recherche. Ça m'a pris beaucoup de mois, beaucoup de travail. Moi, ce qui m'intéressait, c'était à la fois les archives des hôpitaux psychiatriques, les archives de la psychiatrie légale, donc pour les expertises des personnes qui avaient passé, soit qui avaient fait l'objet de mesures de tutelle ou qui étaient inculpées pour des crimes et des délits. Et donc des archives aussi de justice pour avoir accès au jugement, pour voir comment l'expertise était utilisée dans ces jugements. Il m'a fallu des mois. Donc au départ, on est face à des commissions qui n'acceptent pas forcément qu'on accède à des dossiers où il n'y a que des données sensibles. Donc il faut faire un gros dossier, puis vous vous rendez pas compte des détails et les garanties qu'il faut donner, comme par exemple avoir aux archives une salle à part, ou fermée, où avec mon équipe, on consultait, il fallait absolument, puis il fallait tout coder, ça attribuait des codes qui étaient fermés à clé dans un tiroir. Alors j'ai dû signer des papiers comme quoi, et ça c'est très compliqué lors des publications et des conférences. C'est bien sûr, on dit anonymiser les personnes, mais parfois même disait qu'il ne fallait pas que je mentionne les institutions, comme un procureur général, je dis voilà, c'est des institutions qui se protègent encore aujourd'hui beaucoup, donc ça suscite beaucoup de questionnements dans la communauté d'historiens aujourd'hui qui veulent changer ces restrictions-là. Mais donc c'est très très long et très lent. Il a fallu c'était au bout des 6 mois, les premiers 6 mois de recherche que j'ai obtenu les autorisations pour ouvrir les archives, donc les dossiers d'archives psychiatriques, psychiatrie légale et judiciaire. Mais donc voilà. Mais en plus après il y a eu la pandémie du Covid, donc tous les archives ont fermé. Oui, c'est une autre histoire. Je pense que vous avez été confrontés à ça aussi. Je ne sais pas, est-ce que c'est très différent ici de la. C'est un long parcours. J'ai eu accès récemment au dossier de l'hôpital qui s'appelle l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui est appelé aux asiles au Canada. Puis il y a des orphelins du Plessis qui ont été placés là. Alors j'ai demandé de consulter les dossiers des enfants seulement de 1938 à 1954. Puis ça a pris 2 ans pour être patient. Et là, j'ai commencé à dépouiller ces dossiers-là qui, pour la majorité, ne contiennent vraiment pas grand-chose. Et en parallèle, alors c'est une communauté religieuse qui était responsable de cette institution-là, les Sœurs de la Providence. Depuis plus de 15 ans, je travaille avec l'archiviste qui, malheureusement, n'a pas pris sa retraite, mais elle est allée travailler ailleurs. Elle a été remplacée par une religieuse. Et du jour au lendemain, on a empêché de consulter toutes les archives dans lesquelles, finalement, je travaillais depuis 2 ans, parce qu'il y avait une référence à cette histoire mémorielle qui est très difficile, surtout pour les communautés religieuses qui ont été mises au banc des accusés. Alors, on a eu peur. J'ai demandé de consulter des photographies. Là, on m'a dit non, impossible. On veut protéger l'anonymat de ces enfants-là qui ont été photographiés à 4 ans puis qui ont 90 ans aujourd'hui, ici, puis encore. Alors, c'est un sujet encore très, très sensible qui complique le travail des historiens. Mais vous avez raison de parler des communautés religieuses. J'évoque Anne-Françoise Prat, qui est vraiment des grandes spécialistes, qui vient de prendre sa retraite de l'histoire des enfants placés, mais aussi des mères célibataires. Et puis elle a été mandatée pour tout ce qui s'est passé, abus sexuels, ça, dans les communautés religieuses en Suisse. Et là, elle vient de publier un article sur tous les obstacles auxquels elle est confrontée, parce que là, c'est les archives qui sont encore... Parce que vous voulez ça, les archives qui ont été versées et que c'est du coup géré par des archives d'État dans les cantons. Donc là, c'est
plus facile. Et bien, les archives qui sont encore dans les institutions, là, moi-même, j'ai eu voilà, un hôpital psychiatrique. Au départ, je pensais que à un moment donné, on m'a dit non, je ne peux pas. Et donc, les institutions religieuses, il faut vraiment qu'il y ait qu'il y ait une affaire publique, et presque une décision politique, comme là en ce moment, il y a l'institution catholique où ils sont en train d'investiguer. Mais il y a d'autres, elle décrit justement que c'est beaucoup plus compliqué, des obstacles majeurs pour accéder. Oui, non, accès à ces données-là, c'est extrêmement brûlant, oui. Mm. Il y a aussi cette histoire collective là, qu'on raconte depuis très longtemps concernant ces enfants-là. Alors, Mais est-ce qu'il y a déjà des travaux historiques sur les enfants, les orphelins du Plessis? Oui, oui, ouais, ça m'intéresse bien. elle m'a dit là, qu'elle m'interdisait l'accès à ma pile de dossiers, puis c'est une table depuis 2 ans que là, j'ai le droit d'y aller. Puis elle m'a conseillé de lire les ouvrages de 3 historiennes qui ont écrit sur le sujet dans les années 90. Alors là, un autre 10 ans à attendre peut-être avant d'avoir accès à ces archives-là, mais les religieuses sont très, très âgées, de moins en moins nombreuses. Qu'est-ce qui va arriver avec leurs archives qui sont privées? On n'a aucun droit de les consulter, c'est selon leur bonne volonté. Oui. Et malgré 15 années de collaboration, je pensais qu'ils considéraient que j'étais une alliée, mais Non, parce que c'est une confrontation très douloureuse à leur propre passé. J'ai une collègue, Annick Anchisi, anthropologue en Suisse, qui a beaucoup travaillé sur la vie monastique. Elle disait que par contre, voilà, elle a fait vraiment de l'ethnographie dans les couvents. Et il y avait encore des sœurs très âgées qui confessaient presque dans les entretiens, c'était pas du tout le sujet, qu'elles avaient honte et faisaient des cauchemars par rapport au rôle qu'elles ont joué dans ce passé-là. Donc, elle disait, voilà, mais c'était pas du tout le sujet de sa recherche, mais qu'elle avait besoin de parler de ce voilà, qu'elles n'étaient pas fières de ce qu'elles avaient fait avec ces enfants placés. il y en a qui sont fiers de ce qu'elles ont fait aussi. C'est pas reconnu. Alors, Oui, tout à fait. Ouais. 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 Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Pas nécessairement en histoire, mais on se parle beaucoup. Mais je trouvais intéressant quand vous développez sur le passé, comme avec cette première période avec les nomades, les gens du voyage, et ensuite vous allez vers la question qui est finalement, c'est protégé par la contrainte. J'ai vu ça. Ici, en Ontario, en fait, il y a une nouvelle loi qui a été passée qui oblige les personnes, on peut incarcérer ou mettre en sous-traitement sans volontaire. Non, involontaire, oui. Parce que quelqu'un qui fait de drogue, mais ici, c'est mal défini. Puis je voyais dans votre liste, c'est intéressant. Vous faisiez une liste de personnes. Et, on travaille là-dessus, sur savoir comment ça va être utilisé, mais c'est en fonction, présentement, en Ontario, depuis 2025, qu'on peut, la police, on peut pointer une personne qu'on considère qui se met en danger pour elle. Question d'abus de drogue, d'alcool ou quoi que ce soit, il est obligé d'être emmené à une place pour un traitement. Ça peut aller jusqu'à 6 mois. Mais moi, mes collègues, je travaille dans un mode communautaire, c'est ce qui n'a pas vraiment de lieu, fait qu'ils pensent qu'il va être une incarcération. Mais je me dis, c'est comme un retour du lancier. Quand on regarde cette idée que vous l'emmenez dans votre cheminement, c'est comme si ça se poursuit, mais sous d'autres expressions. C'est important ce travail de mémoire pour montrer que aussi on a reconnu que ça avait des effets négatifs. Donc, on dirait que c'est quand je vois une loi qui passe en 2025, comme si on a perdu cette mémoire.
En fait, oui, il faut relativiser toutes ces causes d'enterrement administratif, comme le fait de provoquer des scandales publics, le fait de se trouver ou d'avoir un travail irrégulier, de ce qu'on appelait après la paresse, etc. Même si ces motifs-là, donc, ils ne sont plus, ils vont disparaître en 1981. Aujourd'hui, quand on lit, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup avec Emmanuel, les décisions judiciaires pour enterner quelqu'un, et quand on voit les signalements, toutes les circonstances qui conduisent à une décision de restriction des libertés, on va retrouver ces situations-là qui avant étaient tout simplement, apparaissaient clairement dans des lois d'assistance publique. Voilà, aujourd'hui, elles disparaissent derrière des catégories psychiatriques, donc derrière le trouble mentaux ou addiction. En fait, quand on lit on voit les dossiers d'aujourd'hui, on retrouve, c'est pas très très différent. C'est juste que c'est un nettoyage de vocabulaire dans les textes des lois. Mais fondamentalement, les situations qui posent encore problème et qui amènent une restriction des libertés ne sont pas très différentes. Comme on aura l'occasion de discuter sur les mères célibataires. Voilà, qui sont alors aujourd'hui, bien sûr, que bénéficient peut-être de plus de droits que par le passé, en tout cas en Suisse, oui. Mais il y a encore peut-être des vestiges dans la façon de les considérer. En tout cas, c'est très discuté quand elles sont très pauvres, comme dans la TD Carmonde. Il y a même un certain nombre de mères dont les enfants sont encore placés par la protection de l'enfance et qu'elles disent on vit encore des choses qui sont relatées par des générations précédentes, quoi. Notamment ce risque du placement d'enfants par le soupçon qui pèse sur la femme qui ne peut pas élever seuls les enfants. Donc le passé et le présent, c'est pour ça qu'il faut un des enjeux, et c'est pour ça que c'est cette dynamique récente avec les archives, et qu'il y a toujours le passé, présent, futur, c'est de se dire on n'est pas dans une vision linéaire, et c'est plutôt de voir où est le passé du présent, le présent du passé, et c'est vraiment très troublant. Et parfois on trouve même dans les années 40, des dossiers qu'aujourd'hui pourraient être considérés comme beaucoup plus progressistes, et qu'après on tombe dans quelque chose de conservateur, dessiné après. Voilà, ça permet aussi d'avoir une autre vision des temporalités historiques, faire ce genre de choses. Intervention. Karine Crosso, qui était présente pendant la présentation, c'est pas une question, mais elle dit merci Christina, très pertinent. Je sais pas si tu la connais, c'est une professeure à l'école de travail social ici. Elle dit en espérant que nous aurons l'occasion de discuter davantage dans votre séjour scientifique à l'Université d'Ottawa. Profitez bien. Oui, merci. En fait, par rapport c'est un peu en lien avec des choses que tu as évoquées dans la présentation, mais aussi ce qui vient d'être dit. Je me demande, en fait, il y avait toute la question de comment les chercheurs doivent se placer, est-ce qu'ils s'engagent ou pas, jusqu'à quel point ils se positionnent finalement dans les débats. Est-ce qu'on peut vraiment faire un travail comme celui-là sans prendre position d'une certaine manière? Et donc, notamment avec ce que tu as dit sur le fait que certaines institutions cherchent finalement à peut-être pas d'être caché carrément, puis dans certains cas, sans vouloir cacher, juste à ne pas permettre certains débats. Est-ce que c'est vraiment possible de ne pas prendre position? Puis est-ce que le fait d'être neutre, à quelque part, c'est pas on doit prendre position? Alors, la question de neutralité, je crois qu'il n'y a personne je me souviens que pour ces historiens et historiennes, c'était vraiment nouveau qu'elles fassent la recherche en ayant les personnes en face d'elles. Parce qu'elle collaborait vraiment avec, il y avait plusieurs colloques, et donc moi j'allais à titre, donc je menais mes recherches, alors là, dépendant de ça, puisque c'était la phase d'après, et donc je pouvais assister à cette confrontation, et toute la réflexion épistémologique que ces équipes d'historiens et historiennes ont dû mener, aussi du point de vue émotionnel, parce donc il y avait les chercheurs expérimentés, puis ils avaient des équipes plus jeunes qui certaines ont dû avoir du soutien psychologique parce qu'il y avait tout un travail d'histoire orale et des dossiers très difficiles. Donc il y a eu déjà ça du point de vue émotionnel, il y a eu beaucoup de réflexions et surtout il y avait parfois des témoignages, parfois on avait la chair de poule. Donc c'était quelque chose qui était nouveau, qui n'avait pas que le dossier, il y avait l'incarnation devant nous. Donc la neutralité, personne n'a défendu, c'était plutôt qu'il y avait, ce que j'ai pu comprendre, il y avait une petite minorité d'historiens peut-être plus militants qui alors là, peut-être avaient le risque de sélectionner des dossiers au détriment d'autres. Voilà. Et c'est là où il y a eu des réflexions aussi, et c'est pour ça que je parle de cette mémoire sélective, où de se dire,
qu'il y a des archives, il y a de tout. Parce que même dans un dossier, la personne, on peut peut-être trier des facettes de son identité et puis occulter d'autres. Un enfant placé qui après va commettre des crimes et des délits, qui va par exemple devenir, imaginons, un mari inculpé pour violence domestique alors qu'il était un enfant qui a été battu. On a des parcours comme ça, où on peut... Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est la question de la neutralité, de se dire, c'était de se dire qu'il fallait prendre des distances avec cette idée, une victime générique qui porte le consensus moralement. Donc c'était plutôt des discussions, mais personne n'a défendu l'action neutralité, parce que même quand ils ont dû présenter au gouvernement suisse, donc là, les historiens qui étaient à la tête de cette commission indépendante, et qui continuent, hein, on continue beaucoup à écrire là-dessus, parce que ça a provoqué vraiment des réflexions chez eux, c'est qu'à partir du moment qu'ils avaient établi des faits, qu'il y avait des réelles discriminations, mais pour eux c'était important de rester, voilà, apporter documenter historiquement qu'il y avait des discriminations fondées sur la classe sociale ou sur le genre, etc., et que c'était, voilà, qu'ils pouvaient documenter ça, que ça c'était important, et de pouvoir apporter un soutien scientifique et de dire que c'est pas des paroles isolées, mais que c'était un système en fait, et que vous voulez plutôt montrer le côté systémique et structurel. Et c'est là-dessus que parfois certaines victimes qui étaient présentes dans la salle, quand il y avait des explications comme ça, plus structurelles, parfois elles s'agitaient, qu'il fallait parler de manière plus personnelle et individualisée. Donc c'est là où... Mais c'était vraiment super intéressant et nouveau, surtout nouveau, cette confrontation. Je ne sais pas si ici, il y a des choses du même ordre. Je trouve que le terme survivant permet de ne pas, en fait, de pas tomber dans cette idée de est-ce que tu es une victime ou est-ce que tu l'es pas, tu es survivant nécessairement, tu es passé par ce système. Je ne sais pas si d'autres Rescapé. Ouais, parfois, ils se qualifient. Alors là, il y a eu tout un débat. Elle ne voulait pas se désigner comme victime. Donc, ça apparaît soit dans les lois, soit dans les discours politiques. Là aussi, c'est un travail à mener. Je crois qu'il y a voilà, mes anciennes collaboratrices voulaient faire sa thèse doctorale là-dessus, en histoire, mais bon, elle n'a pas terminé. C'était notamment sur ces usages de termes qui utilisaient les personnes mobilisées. Elles refusaient ce terme. Pour plutôt dire ancien enfant placé, ancien interné administratif, c'est plutôt le statut. Bon bref, tout ça ça reste encore, hein, c'est tout très récent hein, encore tout ça. Dans les débats récents, on a eu plutôt sur les pensionnats et les écoles résidentielles autochtones, et qu'on parle essentiellement de survivants et non pas de victimes. Oui. Et que le terme survivant permet de mettre tout le monde un peu sur le même pied d'égalité. La hiérarchie aussi. Mais la perspective internationale est vraiment intéressante parce que, comme dans l'histoire du Québec, c'est l'histoire noire du Québec, cette période-là, sombre, comme vous dites, mais ça s'est passé en Belgique, ça s'est passé en Suisse. Oui. Et alors, les gens qu'on a eu, on va des accusés de tous les tables dans chacun des pays, finalement, il y avait les valeurs de l'époque, les normes sociales, finalement, qu'on essayait de cacher ces femmes-là, ces enfants-là. C'est un gros sujet qui est revenu. Oui, mais est-ce qu'au Canada, il y a des programmes nationaux de recherche comme ceux que je vous ai présentés, à la fois la commission indépendante, donc c'est vraiment le gouvernement fédéral qui veut que ces recherches soient faites et qui injecte beaucoup d'argent, et les programmes nationaux de recherche, c'est sur des sujets jugés prioritaires qui sont présentés par des chercheurs. Il y a de toutes sortes de sujets, hein, de toutes les disciplines, mais que c'est des programmes qui durent un certain nombre d'années à l'échelle nationale. Est-ce que ça existe, ce genre de programme sur des sujets considérés comme prioritaires? Dans les pensionnats. Ça fait un gros projet. Sinon, c'est plutôt des petits projets jamais financés à hauteur de 30 millions de dollars. C'est des petits projets. C'est difficile aussi, c'est des petites équipes avec peu de moyens et une résistance à avoir accès à des archives. Alors, si on attend 2 ans, 5 ans, 10 ans pour avoir accès à des archives, finalement, il n'y a pratiquement rien dans ces archives-là. C'est beaucoup de temps investi à essayer de trouver. Oui. En même temps, on n'a pas plus accès à des données contemporaines. Donc, par exemple, combien de personnes sont internées ou traitées contre leur vie au Canada par province? C'est toi qui vas nous dire. C'est pas difficile d'avoir vraiment des données.
Donc, l'accès aux archives est difficile, mais l'accès aux données est difficile. On ne sait pas combien de personnes sont dans les champs d'isolement. En milieu psychiatrique, je pense qu'en milieu correctionnel, on a un peu plus d'informations. C'est ça qui est quand même un problème. Donc, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas l'avoir, mais on dirait que le milieu psychiatrique est juste délaissé. Donc, on n'a pas accès aux archives facilement, mais on n'a pas plus accès à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que dans le contexte différent de ça, c'est parce que nous laisse penser, par exemple, les décisions judiciaires. Donc, ouais. Et puis beaucoup d'archives détruites aussi. Hein. Oui. Ça, c'est la mauvaise surprise pour la psychiatrie légale, que c'est pour nous un des fonds les plus importants et que ça s'avérait un des plus riches, mais qu'avec 10%, 90% venaient d'être détruits pour faire de la place. Donc, ouais. Donc, ça travaille pour nous encore longtemps. Il y aurait une dernière question, commentaire? Non, je vais remercier Christina Ferreira pour sa présentation très intéressante, très riche. Merci. Et vous pour votre présence. Oui, merci. Et,